Jacques Malater est un réalisateur généreux. Après avoir produit de nombreux documentaires sur des écrivains, acteurs ou chorégraphes, il s'est lancé depuis 2004 dans le tournage pour la télévision. Souvenez-vous de l'Homo sapiens en 2004 et du Sacre de l'homme 3 ans après. Avec A.O., le dernier Néandertal, il réussit la prouesse technologique d'un long métrage de fiction qui vous replongera dans le vrai sens du terme 30 000 ans en arrière, dans des paysages encore inexplorés, au cœur d'une tribu préhistorique. Dans la cité romaine, il nous parle de son dernier film. C'est une histoire qui se passe sur toile de fond préhistorique, mais je voulais que, en tout cas, l'habitat, la manière de vivre, la manière de tailler les silex soit juste et réelle. Donc j'ai utilisé Marilène Patoumatis, qui est la spécialiste de Néandertal en France. Donc en fait, elle n'était pas en termes de directrice scientifique, elle n'est pas intervenue sur le scénario, elle est intervenue sur la lecture du scénario pour voir si mon imagination débridée n'avait pas franchi n'était pas trop iconoclaste. Et après, elle est intervenue avec mes chefs décorateurs, mes chefs costumiers, pour leur donner des pistes, pour qu'ils aillent mouler des choses dans les musées, pour leur montrer des pistes sur l'habitat, comme quand on a le village en défense de mammouth. On s'est vraiment inspiré de ce qu'on sait sur comment ils construisaient ces villages en défense de mammouth. Et raconter une histoire sur une toile de fond préhistorique, ça devient très intéressant pour s'interroger sur nous-mêmes, parce que finalement on le débarrasse du tissu social. Il est plus médecin, il est plus flic divorcé, il est plus juge d'instruction, il est tout simplement homme, et je pense qu'on apprend beaucoup sur nous-mêmes. Et si vous avez vu le film, vous voyez qu'on y parle d'identité, mais pas nationale, celle-là planétaire. On y parle de l'acceptation de l'autre, du rejet de l'autre, l'acceptation de la différence. On y parle de maternité, on y parle de sentiment de paternité, on y parle de rapport à l'environnement, on y parle de famille recomposée, autant de choses qu'on vit encore nous aujourd'hui. Et le troisième niveau, on peut l'appeler pédagogique sans avoir peur du mot, c'est se dire, tiens, il vivait comme ça, tiens, par exemple, même si mes acteurs ont appris à tailler le silex, quand il y a le gros plan des mains, c'est un vrai tailleur de silex. Donc ils ont déterminé une base de son qui aurait pu exister. Après, ils sont basés sur des langages ethniques qui perdurent encore aujourd'hui dans certaines tribus nomades dont les modes de vie sont proches de nos ancêtres. Et après, ils sont basés sur des mots communs qui appartiennent à toutes les langues d'aujourd'hui. Si on prend le mot comme maman, ça se dit quasiment dans le monde entier de la même manière. Et à partir de toutes ces bases scientifiques, il a fait travailler son imaginaire. Et il a commencé à créer des mots, à inventer des mots. Donc on a développé ce travail sur l'Odyssée de l'espèce, on l'a poussé un peu plus loin sur Homo sapiens. Et là, on est allé, il a encore travaillé plus sur A.O. et sur A.O. pour inventer, c'est un langage inventé, imaginer bien évidemment, mais pas imaginer. Pas imaginer, comme ça on aurait pu se mettre autour d'une table et rigoler et dire tiens, on va appeler le rocher scrognonieux, on va appeler telle chose. Donc, bien évidemment, c'est un langage imaginé. Les acteurs avaient un lexique, donc on a écrit les dialogues en anglais, parce que les acteurs étaient anglais, après ils ont été traduits en bulgare, c'est-à-dire que les acteurs savaient ce qu'ils disaient. C'était un langage, on a écrit des dialogues dans des phrases, dans des mots très directs. On a essayé d'imaginer que leurs paroles devaient être contraintes et utiles, et non pas, on n'était pas encore dans l'imagerie, et on a fait ce lexique, et après Pierre a fait comme un travail de traducteur, donc les acteurs savaient ce qu'ils disaient, connaissaient leur lexique par cœur, et à l'issue des 3 mois de répétition, les comédiens pouvaient s'asseoir dans un restaurant et se parler en néandertal et en sapiens sans que personne les comprenne sauf eux. Alors, quand on fait un film dans la nature, on fait un film avec la nature, c'est-à-dire on ne peut pas contraindre la nature à répondre aux caprices d'un metteur en scène. Donc il y a des fois où la nature va embellir votre scène, faire des choses que vous n'avez pas prévues, et puis il y a des fois elle va vous contraindre à simplifier votre scène. Et il faut en permanence jouer avec elle, en faire un partenaire, sinon on n'y arrive pas. Par exemple, dans le film, on avait prévu des fausses tempêtes de neige, mais on a eu des vraies tempêtes de neige. Donc à ce moment-là, grâce au travail de répétition qu'on a fait en amont, on a pu tout de suite se retourner et improviser, tourner les scènes qui devaient être tournées dans des tempêtes de neige cinématographiques.
de vie pendant le tournage très difficile, puisqu'ils avaient, pour un Néandertal, 4 heures de maquillage par jour, donc et que les décors étaient très loin des lieux où on était logés. Donc il y avait au minimum 1 heure de route. Et par exemple, la journée type de Simon, c'était lever 2 heures ou 3 heures du matin, 1 heure de route, arriver dans un refuge de montagne qui était fermé l'hiver, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de chauffage, donc juste une cheminée, se faire maquiller pendant 4 heures. Là-dessus, il y a des skidoo qui venaient le chercher. On l'amenait encore plus loin dans la neige et il s'est retrouvé comme ça en Ukraine, sous des températures de moins 20 degrés, juste vêtu de peau de bête. Mais ils étaient préparés, pas physiquement, mais mentalement. Et ils ont eu envie de jouer le jeu parce qu'ils n'avaient pas envie de tricher. Et j'avais pas envie qu'ils jouent à faire semblant dans un studio de cinéma. Et après, à la fin de la journée, eh ben, c'était de nouveau du skidoo, 1h30 de démaquillage, 1 heure de route, et comme je leur avais demandé aussi d'être costaud, d'être solide, ils partaient faire 1 heure de musculation. Ce qui m'évitait de les bercer le soir. La préhistoire me passionne et m'a intéressé pour créer cette fiction, puisque Hao, le dernier Néandertal, c'est un film d'aventure, un film de grand spectacle. Mais en mettant des personnages, des hommes, des humains, nos ancêtres, c'est-à-dire nous, sur fond de toile préhistorique, on les débarrasse de tout le tissu social. Ils ne sont plus médecins, ils ne sont plus inspecteurs de police. Donc ils sont vraiment eux-mêmes hommes, et ça permet d'avoir des réflexions sur la nature humaine, sur ce qu'on est encore nous aujourd'hui. Et dans Hao, on parle d'identité, mais pas nationale, mais planétaire. On parle de respect de l'autre, du rejet de l'autre. Qu'est-ce que je fais quand l'autre est différent de moi ? On y parle de maternité, on y parle de sentiment de paternité. Qu'est-ce qu'un enfant? Quand je ne sais pas que je suis le père, ben ça devient mon enfant et tous les enfants du monde sont mes enfants. On y parle aussi de rapport à l'environnement et de famille recomposée. Et le troisième degré, ben c'est aussi découvrir quelque chose qui n'est pas vieux, parce que 30 000 ans pour la préhistoire, c'était même pas hier, c'était tout à l'heure. Et voilà, découvrir un mode de vie. Comment on a pu résister et survivre pendant plus de 400 000 ans, c'est grâce à eux, parce que pendant 400 000 ans, leur seule préoccupation, c'était donner la vie, la protéger et la passer. Je suis Hao. Je vis là où les grands froids sont éternels. Je veux retourner là où je suis né. Ok. Les hommes à la face peinte ont peur de moi. Je suis seulement différent d'eux. Suis-je un monstre? Pourquoi me rejette-t-il? Je suis la nature, les animaux me guident et la terre me parle. Petite homme, que la nature te donne la force de créer la vie. Le scénario lui-même, c'est très très beau, c'est très bien réalisé, vraiment, vraiment.